Alors bonjour, merci de me permettre de parler de la trachéotomie avec vous aujourd'hui. Alors je m'appelle Sébastien Thianam, je suis infirmier référent dans un service de réadaptation post-réanimation à la Pitié-Salpêtrière, donc un service qui s'apparente à une unité de sevrage ventilatoire où on accueille des patients scopés, trachéotomisés, ventilés et qui ont une dépendance d'une assistance respiratoire assez prononcée. Le but étant de les reverticaliser et les décanuler. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et c'est avec cette expérience dans ce service que je vais vous parler de la trachéotomie et de sa gestion au quotidien, dans ces différents versants, puisqu'on va voir dans un premier temps les soins de trachéotomie, les moyens de prévention nécessaires pour éviter toute obstruction trachéale. On va voir quand utiliser et changer la bonne canule de trachéotomie, comment permettre à un patient trachéotomisé de parler et également de manger. Donc pour les soins de trachéotomie, on les fait 2 fois par jour. Donc les soins sont non stériles, propres, au-delà de 48 à 72 heures. Pardon. Les changements de pansement donc de type mitaline sont faits également 2 fois par jour. Donc c'est un pansement qui va permettre un effet anti-adhérent en fait, entre la canule et le trachéostome. On va changer la chemise interne également. La collerette, la collerette de fixation, on va essayer de ne pas trop la serrer. Normalement, on a possibilité d'introduire deux doigts pour vérifier qu'elle ne soit pas trop serrée. On fait une vérification également de la pression du ballonnet avec un manomètre pour éviter toute lésion au niveau de la trachée si le ballon est surgonflé. On va éviter également toute tension sur le circuit respiratoire. On va utiliser des bras articulés, donc pour éviter des plaies type escar en fait. Et on utilise également du nitrate d'argent pour les trachéostomes qui ont des granulums. En fait, ça va empêcher une bonne cicatrisation, donc on va essayer de les traiter. Alors de façon modérée parce que c'est très puissant le nitrate d'argent. On va essayer d'en passer 1 ou 2 traits par petites touches, mais pas plus sur la partie à sectionner. La hantise du soignant qui a un patient trachéotomisé, c'est l'obstruction trachéale, ne pas pouvoir ventiler son patient et ne pas pouvoir aspirer, ce sont un peu des situations de catastrophe. Donc pour éviter cela, on va essayer de mettre en place des moyens de prévention comme le changement de chemise interne. Donc chez des patients qui ont des sécrétions trachéales très abondantes, on va pouvoir les changer régulièrement. On va également utiliser des humidificateurs, donc des humidificateurs mécaniques ou chauffants. Donc l'humidificateur mécanique, c'est le nez artificiel en ventilation spontanée et le raccord à nez pour la ventilation mécanique. Donc ça va fonctionner très simplement. Le patient, en expirant, va gorger d'humidité et de chaleur ce filtre pour qu'il soit rendu à la prochaine aspiration du patient. Donc ces filtres-là sont des filtres échangeurs de chaleur et d'humidité. C'est vraiment leur désignation. À côté de ça, on a l'humidificateur chauffant. Donc lui va tout simplement réchauffer de l'eau à préparation injectable pour créer directement une humidité dans les circuits respiratoires. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas plus efficace qu'un humidificateur mécanique. D'ailleurs, on parle de non-infériorité par rapport aux autres filtres. En revanche, c'est un dispositif électrique, donc on peut avoir des problèmes techniques avec. On peut avoir une panne, ou tout simplement oublier d'allumer l'humidificateur ou ne pas se rendre compte qu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir. Donc ça, c'est la raison pour laquelle nous, on utilise dans notre service que des humidificateurs mécaniques qui ne tombent jamais en panne. Donc on va faire également une surveillance des alarmes du respirateur. En ventilation barométrique, donc à pression, on va surveiller les volumes. En ventilation volumétrique, on surveille les pressions, par exemple la pression de crête, qui reflète en fait la pression maximale pendant l'inspiration et qui va augmenter s'il y a des sécrétions ou une obstruction trachéale. Donc cela va nous alerter en fait pour aspirer le patient plus ou moins en urgence. On surveille également la clinique du patient, tout simplement de voir s'il n'y a pas des signes de détresse respiratoire
ou de gêne respiratoire tout simplement, mais on regarde s'il n'est pas en sueur, il n'est pas agité, il ne fait pas de polypnée ou de tirage respiratoire. Et on essaie de bien hydrater le patient pour éviter en fait un épaississement possible des sécrétions trachéales. Alors malgré tout ça, si il y a toujours obstruction trachéale, on va changer la canule en urgence, et c'est pourquoi dans notre service on a toujours sous la main une pince tripode, donc en général sur notre chariot de soins, pour permettre une recanulation plus facile si l'orifice se ferme un peu trop vite, et un set de canules de la même taille et de taille inférieure dans toutes les chambres. Donc ça c'est vraiment de la prévention, on met tout ça en place pour éviter toute obstruction trachéale, et donc après ça se passe bien. La bonne canule au bon moment, donc que choisir et quand? Dans le contexte de sevrage ventilatoire, on fait un changement régulier de canule, en tout cas dans notre service. Pendant l'hospitalisation, nos patients ils ont environ 2 ou 3 canules différentes pendant leur hospitalisation. Donc ces canules ils vont s'adapter en fait à l'état du patient. Donc on a 3 canules qu'on utilise énormément dans notre service. Donc on essaye de ne pas en utiliser énormément, on essaye de se baser sur vraiment des modèles simples, et pour ne pas en avoir non plus plusieurs, pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse vraiment les connaître par cœur. Donc on a une canule qui est dite un peu sécuritaire, donc on a vu aussi dans les diapos précédentes. C'est des canules en PVC ou en polyuréthane, donc, qui ont un ballonnet qui se gonfle à l'air. Donc ce ballonnet en plus est à basse pression, donc ce qui va permettre de moins léser la trachée, et ce qui nous permet en fait de ventiler un patient en ventilation mécanique de façon longue durée, donc c'est-à-dire au moins, enfin possiblement 24 heures sur 24. Donc elle a également une chemise interne qui va permettre du coup de faire beaucoup de nettoyage et éviter toute obstruction trachéale si le patient est hyper sécrétant au niveau trachéal. Donc ça c'est plutôt pour les patients qui arrivent en sevrage ventilatoire dans notre patient, ou des patients qui sont en réanimation. C'est vraiment la sécurité d'avoir une chemise interne. Après ça, quand le sevrage ventilatoire avance, on a aussi des canules dites de confort. Donc c'est des canules souples, donc c'est des canules en silicone qui sont très confortables. Ils n'ont pas de chemise interne. Les canules sont gonflées à l'eau, et par contre c'est un ballonnet à haute pression. Donc nous on ne le fait pas pour des patients qui sont ventilés 24 sur 24, on a peur de léser trop la trachée. On préfère l'utiliser quand il y a au moins possibilité de ventiler le patient en ventilation spontanée au moins 8 heures par jour. Donc ça demande une autonomie respiratoire assez suffisante pour qu'on puisse installer ce type de canule. Donc la particularité également de cette canule, c'est qu'elle a un ballonnet plaqué quand il est dégonflé. Quand on fait de la ventilation spontanée, on va dégonfler ce ballonnet, et si vous voulez, le flux d'air va remonter plus facilement vers les voies aériennes supérieures. Donc la phonation, elle est dans ce cas-là très favorisée. Donc avec ce type de canule, nous on n'utilise pas de canule fenêtrée ou d'autres canules dites de phonatoires. On n'utilise que cette canule à ballonnet plaqué, parce que ça marche bien et parce que c'est confortable pour le patient, mais aussi parce qu'on se trouve que la canule de fenêtrée, ça favorise trop d'apparition de granulome. Pour les cas spéciaux, on a la canule armée et réajustable en fait, qui, pour les cas particuliers, comme je vous le dis, par exemple des trachéomalacies, qui vont par exemple avoir tendance à pincer par exemple la canule souple qu'on a montré à l'instant de confort. Donc là, la canule elle est armée, donc elle est métallique, et les trachéomalacies ne pourront pas la pincer. Et on l'utilise également dans des cas comme des morphologies atypiques, où les gens ont des coups trop longs ou trop courts. Donc on peut réajuster également la longueur de la canule avec ce type de canule. Donc on l'utilise de temps en temps, ça reste quand même assez rare, mais on l'utilise. Donc voilà, 3 types de canules, pas plus, et qu'on va modifier au cours du sevrage ventilatoire. Alors pour parler avec une trachéotomie, donc il y a un seul moyen, c'est de pouvoir faire remonter l'air au niveau des cordes vocales pour les faire vibrer. Donc le plus simple, c'est de dégonfler le ballonnet et mettre le patient en ventilation spontanée
et si possible faire une aspiration trachéale après dégonflage de ballonnet, et de lui installer une valve de phonation. Donc ça aussi c'est un dispositif qu'on a vu dans les dépôts précédentes. Nous on l'utilise jamais plus d'1 heure, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de filtre d'échangeur d'humidité ou de chaleur, donc ça assèche énormément vite les sécrétions trachéales. En plus, si vous rajoutez un apport en oxygène, enfin, ça assèche vraiment très très vite les sécrétions. On le voit de temps en temps dans notre service, donc jamais plus d'1 heure, on fait des pauses en fait. On peut le faire plusieurs fois dans la journée, mais on fait des pauses pour que ça n'assèche pas trop les sécrétions. Donc c'est une canule qui est en fait une canule anti-reflux, qui va laisser inspirer le patient, mais bloquer à l'expiration pour les faire remonter l'air, le flux d'air, pour le faire remonter en voie aérienne supérieure. Sinon, il y a également le bouchon sur canule, qui va tout simplement bloquer la canule de trachéotomie pour essayer de voir si le patient peut respirer avec les voies aériennes supérieures exclusivement. Et donc, nous, le test pour voir si on peut décanuler un patient, c'est ça, c'est de le laisser 24 à 48 heures, voire plus, pour voir si il y arrive, pour voir s'il ne se fatigue pas. Des fois, on va trop vite, donc on essaie de reculer un petit peu et de se dire que le bouchon sur canule, c'est peut-être un peu trop tôt. Donc voilà, on essaie de s'adapter, mais c'est la dernière phase du sevrage ventilatoire dans notre service. Alors, en ventilation mécanique, en circuit fermé, c'est beaucoup plus dur de parler, mais c'est possible pour les patients qui ont une capacité expiratoire importante et qui vont en fait être capables de faire remonter le flux d'air en circuit fermé au-dessus du ballonnet gonflé. Donc c'est rare, mais il y a des patients qui ont envie de parler, qui n'ont pas envie d'utiliser l'ardoise ou autre moyen pour écrire. Donc ils sont impatients, donc ils essaient de crier. Des fois ça marche, on arrive à avoir quelques sons, même en circuit fermé. Bon, ça reste quand même très rare. Et sinon, on a une ventilation mécanique à fuite. Donc la ventilation mécanique à fuite, c'est quoi? C'est une ventilation à pression ou à volume important que l'on fait toujours à ballonnet dégonflé parce que c'est sur circuit ouvert, où le patient en fait va être ventilé par un flux d'air inspiratoire. Il va inspirer et l'excès d'air prescrit va remonter vers les voies aériennes supérieures pour faire vibrer les cordes vocales. Donc là, le patient il va parler en inspiration. Il reçoit de l'air, il inspire, il fait gonfler ses poumons et il fait remonter en même temps l'excès d'air vers les voies aériennes supérieures. Donc, on ne le fait pas chez n'importe qui, on le fait chez des patients en pratique qui sont atteints de pathologies neuromusculaires, qui quand même sont dépendants totalement de la ventilation, mais qui sont stables et qui ont une bonne compliance pulmonaire. Alors pour manger avec une trachéotomie, on utilise dans notre service toujours la ventilation spontanée pour manger. Donc on toujours ballonnet dégonflé pour diminuer en fait, les dysphagies et diminuer aussi le risque de fausse route, car il y a moins de pression sur la trachée, donc moins de pression sur l'œsophage. En plus, donc toujours ballonnet dégonflé. En plus de ça, en ballonnet dégonflé, on va restaurer le goût et l'odorat qui est diminué avec un ballonnet gonflé. On essaie d'adapter la texture des plats des patients. Bon, déjà, on va commencer par de l'eau gélifiée et puis on va essayer d'autres textures appropriées, mais dans un certain rythme. On va diminuer la taille de la sonde nasogastrique pour en mettre une toute petite dès le début de l'hospitalisation du patient pour diminuer aussi le risque d'œdème ou d'inflammation. On va positionner le patient de façon à ce qu'il fasse une flexion pour boire et non pas une extension, et c'est pour ça qu'on utilise plutôt, nous aussi, des verres plutôt que ce qu'on appelle des canards à l'hôpital, qui va mettre en extension le patient, le cou du patient. Les tests de déglutition dans notre service sont faits tous les jours. Alors là, c'est vraiment pluridisciplinaire, hein. C'est infirmiers, aides-soignants, kinés et médecins. C'est vraiment le début du sevrage ventilatoire, hein, une réalimentation pour après avoir toutes les kilocalories pour faire un sevrage. Donc tous les jours. Et quand on le fait, on essaie d'aspirer quand même en aspiration trachéale après 3 cuillères d'alimentation. Déjà pour voir s'il n'y a pas de fausse route silencieuse également, mais également de réelles fausses routes. Et s'il y a fausse route, eh ben on réessaye le lendemain.
on réessaye le lendemain du coup, dans l'optique de plus on essaye, plus on rééduque, ça c'est un peu la devise de notre service, plus on essaye, plus on rééduque, donc on essaye, et on essaye de voir aussi on essaye de voir la canule comme quelque chose comme un plus, comme une sécurité, car avec la canule, on peut faire une aspiration trachéale si besoin. Donc, merci pour votre attention. Et